J'ai pas de du tout. Si t'es sur des gens, tu sais, sur le Nord, Gabon, Le Gabon se trouve où? En Afrique. En Afrique. Vous avez entendu parler des Pygmées? Non. Ce sont de tout petits personnages. Ils vivent complètement avec la nature. Et ce sont les premiers habitants du Gabon. Le Gabon est un pays de l'Afrique équatoriale, petit à l'échelle du continent noir, mais immense à l'échelle de sa population qui compte 1,5 million d'habitants, pour une superficie représentant la moitié de celle de la France. C'est une région à la fois maritime et continentale, avec des centaines de kilomètres de côtes basses s'étirant le long de l'océan Atlantique, des plateaux et de hautes collines, une région sillonnée de multiples cours d'eau, souvent tumultueux, coupés de chutes et de rapides presque totalement envahis par la grande forêt équatoriale. Celle-ci est une véritable cathédrale de végétation, avec des arbres immenses et des lianes énormes. Elle est parfois ponctuée au sud et à l'est d'enclaves de savane, paradis du gros gibier. Le climat y est rude, chaud et humide toute l'année. Issus d'anciennes migrations, la plupart orientées d'est en ouest en direction de la mer, les 40 peuples du Gabon d'aujourd'hui ont conservé, sinon bien sûr les modes de vie ancestraux qui ont peu à peu disparu au milieu du XXe siècle, du moins leur système de pensée, caractérisé par un souci permanent de spiritualité, le respect des défunts et la référence au monde de l'invisible. Le bassin du fleuve Ogooué, qui occupe presque tout le pays, est une terre de nature forte et de tradition vivace. Le Gabon est un pays africain de la zone bantoue qui a un nombre important de groupes ethno-linguistiques. Et dans ces groupes ethno-linguistiques, on peut citer les Fang, les Mienins, les Pono, les Eshira, les Teke-Obamba, les Kota, les Nzebi, les Ntsogo. Je pense que par définition, il n'y a pas une scission entre l'expression de la vie culturelle en tant que telle et l'expression plastique au niveau des peuples du Gabon. Il y a une continuité. Et nous retrouvons très aisément l'apport donc de cette écriture esthétique, autant dans la vie quotidienne, dans la vie usuelle, que dans la vie spirituelle. Cet esprit de la forêt a révélé au monde les remarquables aptitudes des peuples du Gabon à la représentation symbolique des croyances religieuses, au travers notamment d'un art animiste étonnant, où le génie de la stylisation des formes dispute à l'inspiration poétique des chants et à la virtuosité musicale des mélodies. La sculpture du Gabon, parmi les arts de l'Afrique, a été très tôt remarquée, pratiquement dès sa découverte au début du XXe siècle, par les artistes les plus marquants de l'art moderne européen, Derain, Vlaminck, Picasso et bien d'autres encore, tout spécialement les masques et les statues d'ancêtres des Fang et des Kota, d'une grande audace dans l'expression des formes, mais toujours de finition raffinée. Les Gabonais des villages d'antan étaient des amateurs avertis de belles choses, marque de leur habileté technique, mais aussi et surtout de leur constant souci de paraître au plan social et symbolique. Quelques exemples vont nous permettre de le constater. Cette cuillère de bois du sud Gabon, d'à peine 16 cm de longueur, est un ustensile de cuisine très banal, à ceci près que son manche est constituée par une minuscule statuette de femme, en elle-même un petit chef-d'œuvre. L'artiste a su très habilement modifier les volumes du corps, en les affinant et en les repliant selon la courbure fonctionnelle de l'instrument. Les Fang du Nord Gabon avaient le goût de la parure et spécialement celui des coiffures. Sur toutes les photographies anciennes, on constate que la plupart des femmes et des hommes portent des coiffes postiches, richement décorées,
ainsi que de nombreux colliers, chaînettes et bracelets. Ces coiffures étaient faites de fibres végétales tressées et fixées aux cheveux naturels. On remarquera l'emploi de matières précieuses telles que des kauris, un petit coquillage provenant de l'océan Indien qui servait autrefois de monnaie dans toute l'Afrique noire, des perles de verre de couleur vive, originaires de la Méditerranée, spécialement de Venise, et des clous de laiton. L'usage du tabac s'est diffusé en Afrique centrale à partir du XVIe siècle. Consommé aussi bien par les hommes que par les femmes, surtout les plus âgés, le tabac faisait l'objet d'un intense commerce traditionnel. Cependant, seuls les personnages importants, c'est-à-dire les initiés de haut rang, pouvaient utiliser les grandes pipes, parfois à fourneaux multiples ornés de lamelles de laiton et de cuivre. Les pipes à décor sculpté sont très rares. Celle-ci provenant du Haut-Ogooué est ancienne, son extrémité est décorée d'une petite tête humaine paraissant masquée. Le travail de la forge est une affaire d'hommes et d'initiés. Seuls les Nganga pouvaient s'occuper de la mystérieuse transformation du métal, le cuivre, le laiton ou le fer, une tâche aussi bien technique que magique. Le forgeron est aussi sculpteur sur bois, et le plus souvent devint guérisseur puisqu'il côtoie en permanence les forces invisibles et redoutables de l'au-delà. Son principal instrument était le soufflet de forge, un dispositif qui permet de maîtriser et de moduler la force du feu. Celui-ci, provenant des Fang du Wolomten, au nord Gabon, est une véritable sculpture avec une magnifique tête d'ancêtre au fond bombé, surplombant un visage creux en forme de cœur. Partout dans le monde, de tout temps, on a pris soin de décorer les ustensiles de chasse, notamment les talismans et les armes de combat. Dans toute la moitié nord du Gabon, un couteau de jet pourvu d'une lame acérée de fer forgé, en forme de bec de toucan, le mousselé, était utilisé aussi bien pour le combat réel que pour des simulacres rituels. Beaucoup d'autres objets étaient superbement décorés, notamment les portes de cases des notables. Le Gabon, comme tous les autres pays africains, comme toutes les autres cultures africaines, c'est la primauté de l'oralité. Tous ces objets, tous ces éléments sont liés et concourent à l'édification et à la transmission d'éléments culturels. Je veux dire le conteur, ce qu'on peut appeler en Afrique de l'Ouest le griot, qui sont dépositaires de la culture de type oral, la transmettent au travers d'un certain nombre d'objets ou d'instruments de musique qui tous concourent à l'élaboration et à la transmission de la culture orale. La musique avait une grande importance dans la plupart des rituels traditionnels partout au Gabon, mais plus particulièrement dans la région des harpes, le sud et le centre du pays chez les Apinji et les Tsogo, puis plus tard le nord chez les Fang. L'arc musical, le pluriarque et la harpe, des instruments à cordes apparentés, servaient à parler aux ancêtres. Beaucoup de ces instruments, considérés comme féminins, étaient décorés d'une petite tête soigneusement sculptée, juchée au sommet de la caisse de résonance. La vie quotidienne dans les villages de la forêt gabonaise était assez monotone pour les femmes chargées de l'entretien des plantations et de la préparation des aliments, comme pour les hommes, affairés à la chasse ou au dur travail de la forge. Mais elle était ponctuée de nombreuses manifestations collectives à caractère religieux. Celles-ci avaient toutes un rapport avec les forces occultes de la nature et les esprits des morts que les Nganga s'efforçaient d'une part de neutraliser, d'autre part de mobiliser au bénéfice des vivants. Tout événement un peu exceptionnel, une sécheresse persistante ou une violente tornade, une maladie inopinée ou une mort accidentelle, demandait à être explicité par les grands initiés, les détenteurs de la connaissance.
La tradition, avec les rites et les symboles, les chants épiques et les proverbes, parfois des récits mythiques et des langues archaïques connues des seuls vieux initiés, cette tradition transmise de génération en génération par la mémoire des hommes était à la base de tout. L'organisation sociale et politique, les systèmes de parenté, les échanges matrimoniaux, la morale collective et personnelle et plus globalement encore la représentation du monde. C'est l'initiation qui permettait cette continuité permanente entre les plus anciens et les plus jeunes. Si l'essentiel du contenu initiatique est de l'ordre de la croyance et de la révélation, puisque chaque néophyte doit faire personnellement l'expérience de la mort au monde et de la renaissance sociale, d'autres de ces aspects touchaient à la connaissance de l'environnement, notamment de la pharmacopée, et à la pratique des rites. Après de pénibles épreuves physiques, le jeune candidat avait la révélation de son identité spécifique et donc de son rôle futur dans la communauté. C'est là aussi qu'il s'apercevait que les masques, aux formes impressionnantes et aux couleurs de mort, ces masques qui l'avaient terrorisé quand il était enfant, n'étaient en réalité que des déguisements de bois et de fibres, manipulés par les initiés pour évoquer les esprits de la forêt aux yeux ébahis des profanes. Par exemple, le grand Kalao à casque noir, au visage blanchi de kaolin, le corps dissimulé par un vaste vêtement de fibres et de feuilles et la représentation d'un esprit de la brousse, un Mogonji, qui intervient dans les rituels d'initiation du Bwiti. Chez les Tsogo du centre Gabon, l'architecture et la décoration intérieure du sanctuaire Ebanza de la confrérie du Bwiti reflètent l'ensemble des conceptions philosophiques et religieuses transmises par la tradition depuis des siècles. Avec ses piliers sculptés et ses parois en écorce, son autel dédié aux fondateurs mythiques du groupe, Disumba et Nsambekana, tout son matériel liturgique, les instruments de musique, les marionnettes, les paniers, les statuettes votives et parfois le reliquaire des ancêtres, le temple matérialise aux yeux des villageois l'image de l'homme projeté à l'échelle cosmique, dans sa dualité fondamentale, mâle et femelle. Les formes et les couleurs sont toutes chargées de sens. Le noir, c'est la mort et le maléfice. Le rouge, la vie et la naissance. Le blanc, la force latente de l'au-delà. Le losange, omniprésent dans les frises décoratives, est à la fois la pirogue qui glisse vers l'au-delà sur la rivière mythique Mobogwe et la porte même du monde des esprits, que symbolise le sexe féminin. Dans le sanctuaire, chaque objet, humble ou prestigieux, est ainsi en résonance visuelle avec tous les autres. Effrayant et sinistre, le masque Mooué, avec sa tête de mort, surgit à l'aube, dans la lueur des torches d'herbes enflammées et la fumée odorante de la résine d'Okoumé, lors de la liturgie funéraire du Bwiti des pleurs. Ce grand masque Ngil des Fang du Nord Gabon est l'un des grands chefs-d'œuvre de l'art africain. Sous un front arqué, marqué de scarification, les arcades sourcilières très arrondies déterminent un visage étroit aux joues concaves démesurément allongées, très impressionnant malgré la suavité des volumes. Le porteur du masque et ses acolytes allaient de village en village pour traquer les sorciers maléfiques. Chez les Fang, d'autres masques intervenaient dans les rites d'initiation et de deuil, de formes diverses. Simples masques de visage, masque cloche appuyé sur le haut du front ou masque haume recouvrant entièrement la tête. Parfois, le masque de bois peint est couronné de plumes ou encadré de surprenantes cornes de bois, discret rappel de l'importance symbolique de l'antilope saut dans la tradition mythique. Ce masque des Adouma de la vallée de l'Ogoué est le premier objet d'art gabonais rapporté en Europe par les compagnons de Brazza en 1880. On y retrouve l'allongement caricatural du visage en dessous d'un regard sévère, souligné par le surplomb du front. Le masque Mvoudi, qui en est une forme plus récente, a des volumes raccourcis mais toujours anguleux, décorés de couleurs vives. Chez les Bakota du Haut-Ivindo, ce même type d'entité appelée Mboli prend une forme à la fois humaine et animale.
C'est une sorte de monstre, à visage d'homme et au crâne de gorille, orné d'une énorme crête sagittale. Le masque, qui dissimule toute la tête du danseur, est peint d'un motif ocellé évoquant le pelage de la panthère. Il sortait à l'occasion des rites d'initiation des jeunes garçons, le satsi. Les Batékés du Haut-Ogooué et des régions avoisinantes du Congo-Brazzaville avaient autrefois des masques plats, de forme circulaire, décorés de motifs géométriques toujours très colorés. Ils étaient exhibés lors de la danse du Kidoumou. Les peuples du centre et du sud Gabon, les Échira et les Pounou, ont utilisé des masques blancs, au visage enduit de pemba, le kaolin, de forme réaliste mais toujours idéalisée. Quelques-uns, très rares et anciens, sont d'une extraordinaire qualité de sculpture. Certains, comme chez les Wouvi, de facture extrêmement stylisée, ont un visage plat, à peine marqué du double arc des sourcils et des yeux en amande. Ce masque, appelé Okouyi, perché sur des échasses, intervenait dans la plupart des rituels sociaux et religieux. Il figurait un esprit féminin revenu d'entre les morts pour aider les vivants, une jeune femme à l'austère et inquiétante beauté. Dans certaines circonstances, par exemple des rituels d'Ordali, le visage de ces masques devait être entièrement ou partiellement barbouillé de noir, la couleur de la mort et des maléfices. Il n'y a pas un objet qui mémorise, un seul objet ou un type d'objet qui mémorise la tradition orale. C'est l'ensemble des objets qui concourent à l'édification de l'élément culturel et de la transmission de la pensée qui, à ce moment, est la pensée vecteur du courant culturel de telle ou telle ethnie, telle ou telle société. L'ultime degré de la spiritualité traditionnelle des peuples du Gabon est celui qui concerne le rapport particulier aux ancêtres familiaux. Tous les peuples de l'Afrique équatoriale rendaient un hommage particulier aux défunts illustres des lignages, des initiés importants, mais parfois aussi des femmes prolifiques, pour les honorer et en obtenir des bienfaits magiques, mais aussi s'en préserver. Les rites des uns et des autres, dans tout le bassin de l'Ogooué, ne différaient pas sensiblement. Prélèvement du crâne sur le corps enterré quelques mois après le décès, décoration des reliques osseuses, conservation de ces tombeaux portatifs par les chefs de famille, offrandes fréquentes de boissons et de nourriture, consultations divinatoires et ostensions périodiques des crânes devant les membres du clan, préparation de médicaments magiques avec de petits fragments des statues ou des reliques elles-mêmes, enfin, présentation aux nouveaux initiés. En revanche, les représentations sculptées qui le plus souvent gardaient les coffres ou les paniers reliquaires contenant les ossements étaient très spécifiques de région à région. Cette diversité des styles est le reflet d'une imagination symbolique féconde et d'une créativité finalement assez libre dans le cadre de croyances pourtant contraignantes. La figurine de bois et de laiton n'est pas en soi un objet sacré. Elle n'est que l'image de l'ancêtre, une figure qui doit inciter au respect et à la crainte, à l'émotion et à la méditation, mais non à l'adoration. Elle échappe ainsi à la fixité d'une idole reproduite à l'infini. C'est ce qui explique que chaque œuvre, fruit d'un imaginaire singulier, est apparentée aux autres sans jamais en être une réplique. Chez les Kota, les reliques étaient conservées dans de grands paniers ossuaires, ceux-ci étant parfois rassemblés dans une sorte de temple aménagé au cœur même du village ou cachés dans un enclos sacré à l'écart, paniers dans lesquels les sculptures étaient enfoncées et ligaturées. Les Kota, terme générique qui désigne une dizaine de peuples plus ou moins apparentés de l'est du Gabon, de la vallée de l'Ivindo aux sources de l'Ogooué, avaient tous les mêmes traditions rituelles. Il est cependant étonnant de constater que leur sculpture est de conception plastique radicalement opposée à celle des Fang. Les figures de reliquaires Kota sont de structure volumétrique aplatie, faites pour être vues de face ou de dos, au contraire des statues Fang au volume rond qui remplissent l'espace visuel. Chez les anciens Ondumbo du Haut-Ogooué, le petit visage allongé, parfois pourvu d'un front en avancée pyramidale, d'oreilles triangulaires et d'une grosse tresse postérieure, était recouvert de lamelles de fer et de cuivre. La figurine était plantée dans l'amas des ossements, ceux-ci étant mis pêle-mêle dans un grand panier décoré de lanières de cuir. Le visage ovale et légèrement creux des figures de reliquaires Obamba de la région de Franceville est entièrement serti de fines plaquettes de cuivre. Ces sculptures, appelées ngoulou, faites pour briller à la lumière, ont la face surmontée d'une étonnante coiffure en croissant transverse. Certaines de ces figures sont décorées au revers d'un petit masque en relief.
Les Ambétés, une branche orientale des Kota, avaient de grands coffres reliquaires dont les couvercles étaient souvent ornés d'une tête sculptée à la coiffure imposante rappelant la crête du gorille des masques Mboli. Dans le sud et le centre du Gabon, les peuples Pounou et Tsogo avaient des croyances et des pratiques rituelles analogues. Les reliques ancestrales étaient enfermées dans des paquets de feuilles soigneusement attachés par des liens végétaux, surmontés de petites effigies de bois sculptés et peints, dont les visages rappellent parfois la facture des masques de danse. La célèbre sculpture de bois des Fang est unanimement appréciée des amateurs d'art pour l'harmonie de ses volumes, la hardiesse des proportions et la finition des surfaces. Les Fang ont taillé des centaines de statuettes, certaines à visages multiples et plus rarement des têtes imposantes, toujours de patines sombres et suintantes, chaque sculpture correspondant à un lignage bien précis. On a pu déterminer dans la production des peuples du Nord Gabon, de la Guinée équatoriale et du Sud Cameroun voisin, plusieurs styles bien caractéristiques. Les uns sont de morphologie élancée, le style d'Entumu. Les autres de structures beaucoup plus massives, avec des volumes très pleins, les styles Okak et Betsi. Dans les rites du Biéri, les statues étaient utilisées ordinairement comme gardiennes des reliques, et occasionnellement comme des marionnettes dans une sorte de représentation théâtrale mettant en scène les ancêtres. Ces objets funéraires, aux coiffures souvent somptueuses et compliquées, aux scarifications finement ciselées sur le visage et aux yeux soulignés de métal brillant, un reflet d'éternité, étaient attachés au couvercle des boîtes en écorce contenant les crânes des ancêtres. Dans ces coffres précieux, chaque fragment humain est identifié en tant que référence généalogique, pour pouvoir être révélé et nommé lors des initiations. Objet du quotidien comme objet du sacré, l'art ancien du Gabon a disparu des villages dans la première moitié de ce siècle. Le prix de l'ouverture au monde et à la modernité s'est traduit par la disqualification des traditions et des objets qui en étaient les images nécessaires. Mais aujourd'hui, ce patrimoine retrouvé nous restitue par les formes de génie des masques et des statues le souffle de l'esprit de la forêt, c'est-à-dire les valeurs et l'identité même du Gabon de toujours. C'est un conte pygmée. Un jour, la guerre fut déclarée entre les quadrupèdes et les oiseaux. Les oiseaux choisirent l'autruche pour chef. Les quadrupèdes se placèrent...